Hey, tu aimes ce que fait Soul Bando? Alors rejoins-nous sur le Patreon de Soul Bando, /Soul Bando. Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits. $3, $5, $7 et $33. Abonne-toi. Numéro 90 et j'ai avec moi quasiment localement, on est quasiment dans la même région, mais non, on est quand même à 6 heures de fuseau horaire, là, mais mon frère Franck Foucré qui est avec nous aujourd'hui, je me suis dit, bon, fallait quand même faire une émission. On se voit littéralement dans 2 semaines ou presque. Franck, mais je me suis dit pourquoi pas faire une émission quand même à distance, même si on va se voir très prochainement. Mon ami Franck, comment ça va? Bah écoute, ça va comme le début de l'hiver ici, c'est-à-dire beaucoup d'humidité, tu verras. Prends ton pullover, ton gros pantalon, tes chaussettes. Tu vas voir, c'est pas très chaud Paris en ce moment. C'est pas très chaud. Ouais, mais je suis convaincu quand même que comparativement à Montréal, qu'est-ce qu'on a présentement à Montréal, je suis pas mal sûr que c'est quand même moins pire. Tu sais que nous, on a eu notre première tempête de neige il y a 2 semaines et nos pneus d'hiver n'étaient pas encore changés. Nous, on a jusqu'au 1er décembre, donc jusqu'à demain finalement pour changer nos pneus d'hiver. Et donc, c'était quand même assez difficile sur les routes. Moi, j'ai réussi à les changer quand même il y a quelques jours de ça. Mais avec des pneus 4 saisons, des pneus d'été, là, avec la neige, là, je peux te dire que même la Tesla, qui est extrêmement lourde à cause des batteries, je me promenais, c'était assez... c'était pas évident. Mais vous, de votre côté, vous avez pas de neige de toute façon, non? Si, on a eu de la neige la semaine dernière quand même. Hein. Ah oui? Et on a eu une tempête de neige énorme. On avait... On avait 1 centimètre de neige donc pendant 3 heures. Et là, quand tu as 1 centimètre de neige à Paris, tu as la nationale 118 qui est fermée avec 18 km de bouchons, des gens qui dorment dans leur voiture. Je ne rigole pas, c'est la vérité. Avec 4 ou 5 centimètres de neige, ils dorment dans la voiture toute la nuit parce qu'ils n'arrivent pas à monter la côte. C'est hallucinant. Et moi, je rigole parce que à chaque fois, les Québécois qui disent il y a 5 centimètres de neige, qu'est-ce qu'ils font les Français? Ils disent s'ils allaient à Montréal, ils tombent 1 mètre de neige pendant la nuit. Et là, ici, ils sont, mais 5 centimètres, ils sont perdus. Déjà, quand il y a de l'eau, rien qu'avec la pluie, déjà, tu vois, c'est déjà le bordel sur le périphérique à Paris. Alors, la neige, je t'en parle pas, là, il faut carrément appeler les hélicoptères pour élitroyer les voitures, tellement c'est dangereux, quoi. Il faut appeler des cascadeurs pour ramener les voitures, tellement c'est dangereux, quoi. T'imagines, t'es marrant, toi, 3 centimètres de neige, t'imagines? Essaye de conduire sur 3 centimètres. Écoute, le 15, nous, on a eu notre première neige le 15 novembre. Okay? Je pense que c'était un samedi, un dimanche, le 15 novembre. Et on a eu 15 cm de neige. 15 cm. OK? Et je peux te dire que la route, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Moi, tu mets un petit 3 cm, pas de souci. Hein? Moi, je vais rouler, il n'y a pas de problème. 15 cm, c'était à ce moment-là que je me suis dit, oh merde, là, je dois vraiment faire attention. J'ai eu peur pendant un certain temps. Et ma copine, que je nommerai pas parce qu'elle veut quand même rester un peu discrète, mais elle s'est acheté une nouvelle voiture, toute une belle voiture chouette et tout ça. Et elle a décidé cette année que son changement de pneu était ce week-end. Donc, elle, pendant 2 semaines, elle s'est promenée partout au Québec avec des pneus 4 saisons, avec autant de neige qu'on a. Ça a été quand même assez... ça a été assez particulier, mais oui, 3 cm, c'est rien, ça. C'est quoi ça, 3 cm? Ah oui, fait que vous, la ville au grand complet, elle était interrompue? Ah, nous, tout est arrêté. C'est l'état d'urgence.
On a presque l'armée qui va dans les rues parce que là, il y a 3 centimètres de neige. Il y a 2 flocons. Les gens, c'est une tempête de neige, quoi. D'ailleurs, je plaisante à peine. Dès qu'il y a un peu de neige, les gens sont paniqués. Et ouais. Alors, je rigole, quoi. Bah, c'est bon. Ayant vécu dans la belle province pendant quelques années, à Montréal. J'en ai vu des mètres de neige tomber. Je sais ce que c'est que de sortir la pelle le matin pour déneiger le devant de la maison. Je connais bien ça. Et donc, quand je les vois ici avec la peur là, de 2 centimètres de neige, quelle horreur. C'est un exemple. Oui, tu veux. Tu sais, un jour, quand on était à Montréal, on avait des bureaux sur Sainte-Catherine. On avait fait venir un stagiaire qui était venu, je crois, de l'île de la Réunion. OK. Et lui, il avait jamais vu un flocon de neige de sa vie. Je te laisse imaginer. Quand t'es québécois, que t'as vu de la neige toute ta vie, bébé, t'avais déjà 30 centimètres de neige dans le berceau. Là, il avait jamais vu un flocon. Ça a été pour lui incroyable. C'est une expérience. Un traumatisme, littéralement. Maman, il fait très froid et ils ont une substance bizarre. C'est comme le reel que j'avais envoyé. J'avais envoyé quelques semaines. C'est un black qui est là, puis il dit Maman, il neige blanc, non, il pleut blanc à l'extérieur, il fait très froid. C'est ça, ma mère. Ah oui, c'est ça. Mais c'est normal, t'es pas habitué quand tu connais pas. Voilà. Et nous, quand on arrive au Québec, on dit tiens, c'est marrant, il fait pas gris et il pleut pas 300 jours par an. C'est ça. C'est ça. Merde. Bon, enfin, voilà, donc c'est. Mais c'est ça, donc là, je me prépare parce que justement, en fait, je quitte. En fait, c'est moins de 2 semaines parce que je quitte Montréal le 11 décembre. J'arrive à Paris le 12 au matin et par après, je m'en vais te rejoindre, en fait. On va te rejoindre. Puis le 13 décembre, j'ai une réunion au Grand Orient de France. Donc, Grand Orient de France qui invite toutes ces obédiences amies. On va aller voir, on va discuter à propos d'un projet qui s'appelle l'UMLI, donc l'Union maçonnique, je pense, libérale internationale. Je m'excuse si je massacre le nom, là, c'est pas l'objectif, là. Mais moi, je trouve ça super intéressant parce que de pouvoir parler avec tout plein d'autres obédiences, de parler de maçonnerie, de voir comment qu'on peut grandir ensemble et tout ça, voir les enjeux de la maçonnerie moderne d'aujourd'hui, je trouve ça super passionnant. Et là, vu que j'ai reçu cette invitation-là, parce que moi, je devais originalement partir pour Cancun le 12 au matin et je reviens à Montréal le 10 janvier. Donc, moi, je pars 1 mois sur la plage. Et donc là, en recevant l'invitation, j'ai fait un changement. Donc là, je vais aller à Paris du 12 au 15. Et là, pour le vol de retour, ça, c'est très drôle. Toi, tu vas peut-être trouver ça... Je pense que tu vas trouver ça drôle. Je regarde les vols, tu sais, pour changer. Et j'ai Air Transat, qui me dit, parfait, le vol de retour, ça va être Paris-Montréal, Montréal-Cancun. Et là, j'ai dit non. Moi, je ne retourne pas à la maison pour aller à Cancun. Moi, je vais à Cancun. Donc là, j'ai trouvé un vol. Madrid Cancun qui passe littéralement dans le milieu de l'océan. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Donc, si on a un accident, je vais couler dans l'eau. Fait que ça, c'est fantastique. Au lieu d'arrêter au Groenland, tu sais, ou dans une des îles au-dessus, là. Donc là, je vais passer à travers. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de Paris. Je vais faire Paris-Madrid, Cancun en vol direct. Et Madrid-Cancun, c'est 11 heures de vol. Donc, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Parce que c'est l'équivalent de 5 heures ou 6 heures faire Paris-Montréal. Puis après ça, Montréal-Cancun, ça prend 4 heures de vol. Donc, j'imagine, le plus qu'on est un petit peu plus bas, ça fait 11 heures. Mais c'est pas grave. Je vais faire un vol direct. Moi, je vais pas perdre de temps. Un vol direct à Cancun, puis ça me permet de rentrer dans un aéroport, sortir, prendre mes valises, retourner dans le même aéroport puis repartir en avion. Fait que c'est parfait, c'est merveilleux. Et donc là, on va pouvoir passer du temps. C'est bien parce qu'on pourra passer du temps aller en loge. Je vais emporter mes décors maçonniques. Puis par après, au Mexique. Et donc, c'est drôle parce que ma copine
comment je pourrais bien dire ça, qui est peut-être qu'elle serait franc-maçon. Elle me dit qu'elle voulait vivre l'international, la maçonnerie internationale. Puis là, j'ai dit, il faut faire attention. Parce que quand on est invité ou quand on se présente dans une obédience qu'on pourrait dire un peu plus latino-américain, les latino-américains, c'est des gens, pour moi, c'est des gens de cœur, des gens là, qui ont un amour fraternel immense. Donc, quand ils t'accueillent, ils t'accueillent. Et moi, la dernière fois, quand j'ai parlé à mon frère Enrique Cetina, qui est une perle, ce gars-là, je l'adore, je disais à Cetina, je veux venir visiter une loge à Playa del Carmen, ça serait important, je veux participer aux travaux, tout ça. Et là, mon frère, il dit, on s'occupe de toi, pas de problème. Et là, il arrive chez moi avec une délégation de 20 personnes. Ils viennent me chercher. J'avais l'impression d'être un président de pays. Ils ont loué une salle. Ils ont créé une tenue juste pour ma venue. Et c'était la première fois que j'avais des mariachis dans la loge. Donc là, durant la cérémonie, les mariachis, là, 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 là. Et écoute, c'est une fête totale. Mais le plus drôle, c'est lors de l'ouverture de la loge. Donc là, on se souvient, moi, je suis le seul Québécois, le seul étranger en loge, tu sais. Donc, les Mexicains, c'est un peuple qui est fier et tout ça. Et eux, quand ils ouvrent les travaux, ils ont l'hymne national. Donc là, ils ont un système de son. Ils allument la musique et là, tu vois tous les frères et sœurs, ça chante l'hymne national. Là, là, là. Je ne connais pas l'hymne national, mais ça chante et tout ça. Et là, tout d'un coup, il y a un petit frère mexicain qui est dans le fond de la salle, appuie sur 2 boutons. Et là, c'est le Haut-Canada qui commence. Et là, tout le monde se retourne et me regarde. Et là, moi, je suis comme à l'Orient. Et là, je me dis, non, ils vont pas vouloir me faire chanter. Mais j'ai été obligé de chanter le Haut-Canada devant tout le monde avec la voix de ténor que j'ai. Mais pour moi, ça, c'est une expérience qui va rester gravée dans mon cœur toute ma vie. Et donc là, ma copine, elle me dit, Franco, j'aimerais ça visiter une loge. Et tout ça. Là, j'ai dit, écoute, t'es-tu sûr? T'es sûr? Parce que si je fais un appel, on y va all-in. On y va à 100%. Là, on ne peut pas reculer. Là, et donc là, elle m'a dit, oui, je veux voir ça, je veux vivre l'expérience. Parfait. Et donc là, j'ai fait des appels et mon frère Cetina qui dit, on s'en vient, on va s'amuser. Genre. C'est OK, parfait. Donc là, on va vivre ça. On va vivre une rencontre du solstice d'hiver, le 20 décembre. Donc ça risque d'être pas mal chouette. Plus une inauguration d'une loge à Playa del Carmen et 2 passages d'installation de vénérables maîtres. Donc ça va être super. Là. Au menu, là, ça va être génial. On va avoir chaud. Il va probablement faire 30 degrés dans cet endroit-là avec notre costume et tout ça. On va vouloir aller dans la piscine super rapidement par après. Mais c'est ça qui nous réserve. Donc, je ne sais pas si ça va être comme ça. Tu vas m'accueillir, là, Franck, là, à Paris. Là, mais tu sais, moi, je m'attends à des mariachis, de la musique, au pire, un chanteur ou une chanteuse d'opéra. C'est ça que je m'attends. Il faut qu'on accote, il faut que ça s'équivaut ou meilleur que le Mexique. On est-tu capable de faire ça, Franck? Écoute, je pourrais pas te faire venir les chanteurs, mais déjà, à l'aéroport, tu auras des manifestants, une centaine de manifestants, augmenter nos salaires, on veut plus travailler, enfin, mettez la retraite à 60 ans. Donc, tu vas avoir déjà tous les manifestants. Le train, il est possible qu'il fonctionne pas ce jour-là. Donc, déjà, tu vas faire connaissance avec le chauffeur de taxi. Tu vois, Paris, c'est romantique aussi, c'est un peu différent. Et puis, bon, chante pas ici. Les Français, ça chante pas, ça gueule. C'est pas pareil. Il y en a pas. On veut un autre président. Voilà. C'est ça, c'est. Bon, ben, tu vois, mais deux expériences totalement différentes, comme tu dis, puis super intéressantes. Donc c'est ça. Donc, c'est un peu dans les nouvelles de qu'est-ce que mes prochains voyages. C'est sûr qu'on va probablement refaire un vlog, toi puis moi, à Paris, lorsque je vais être là. Je vais faire un vlog aussi au Mexique
pour cette belle expérience-là. Sinon, on a un nouveau commanditaire premium. Donc, c'est les planchersgoyette.ca. Donc, plancher-goyette.ca. Ils sont spécialisés dans les planchers commerciaux. Ils font aussi des installations résidentielles. Donc, au Québec, si vous avez des besoins, c'est vraiment avec Plancher Goyette. D'ailleurs, vous pouvez dire à Eugène, donc, qui est le propriétaire, que c'est nous qui vous envoyons. Il va vraiment bien prendre soin de vous. Donc, vous irez voir ça encore une fois, planchergoyette.ca, en fait, plancher-goyette.ca. On les remercie comme membres Patreon. Donc, sur ce, mon frère Franck, j'ai voulu faire une émission avec toi. Enfin, je veux qu'on répète cette tradition-là. Je veux pas que ce soit genre une fois de temps en temps. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Montréal au mois de juin pour l'émission numéro 88 sur l'intelligence artificielle. Maintenant, un sujet, parce que, bon, t'es plus qu'un frère pour moi, t'es un ami, t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a développé une amitié depuis quand même un certain nombre d'années. C'est pas depuis peut-être une dizaine d'années ou peut-être un petit peu moins que ça, mais quand même, on est tout près de ça. J'en ai vu, comme on pourrait dire en québécois, des vertes et des pommures. J'en ai vu de toutes les couleurs, en fait. Tu es le fondateur de 450.fm ou, comme moi, j'aime bien dire, 450 parce que nous, au Québec, on a la rive nord de Montréal, c'est le 450. Donc, le 450.fm, qui est une plateforme journalistique. Tu publies des articles de journaux à tous les jours, à tous les heures. Tu as plein de collaborateurs qui contribuent sur ta plateforme. À un point, je pense au tout début, j'espère qu'un jour, ça sera possible, mais on avait une version papier. J'ai encore mes 2 éditions probablement qui va valoir une fortune d'ici quelques années, en fait, du journal 450. Mais moi, je voulais avoir un peu ton avis sur être journaliste en franc-maçonnerie. Puis la raison pourquoi, c'est que la maçonnerie, on dit que c'est discret, c'est pas secret, mais quand on veut parler de la maçonnerie, là, il y a des alarmes qui s'allument, les gens sont plus ou moins confortables, ça crée des conflits, même entre sites web, et ça, je n'embarquerai pas là-dedans, mais tu sais, ça rentre en conflit entre des journalistes ou pas des journalistes, des gens qui bloguent, des gens qui ne bloguent pas, des gens qui font des podcasts. Parce que pour moi, je disais, oui, le journaliste, c'est quelque chose vraiment de spécifique, mais ça vient avec les médias maçonniques. Moi, je fais plus partie des médias maçonniques que le côté journaliste parce que moi, je peux publier un article ou deux à tous les ans, je me considère pas comme un journaliste. Toi, je te considère comme un journaliste. Certains vont dire, ah, ben non, mais Franck n'a pas sa carte de journaliste, donc c'est impossible. Mais pour moi, quelqu'un qui a un journal, qui contribue, fait du journalisme. Donc, moi, je te considère comme ça. Puis tu pourras me corriger si tu l'as aussi, là, peu importe. Là. Mais j'aimerais ça entendre de ton côté, justement, ce job-là, ce qui est merveilleux, ce qui est moins merveilleux pour toi. Qu'est-ce qu'il y en est d'un journaliste en fait maçon aujourd'hui sur la planète web? Alors d'abord, j'ai une carte d'un syndicat, du plus vieux syndicat français d'ailleurs du journalisme, de la presse périodique. C'est le plus vieux syndicat français. Donc je suis membre d'un syndicat. Maintenant, carte de presse, pas carte de presse, carte de syndicat, pas de syndicat, ça change pas grand-chose. Quand on est dans le monde de la maçonnerie, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on fait pas de l'actualité banale où on descend dans la rue pour aller rencontrer des gens. C'est qu'on est déjà dans un univers connu. Tout le monde nous connaît et on connaît pratiquement tout le monde. Dès que quelqu'un arrive, on sait tout de suite qui il est. Donc, faire des enquêtes, investiguer dans le monde de la maçonnerie, c'est compliqué parce que c'est un peu comme faire des enquêtes dans un petit village où tout le monde se connaît. Si tu commences à dire que le boulanger couche avec la femme du boucher et que tu commences à dire que l'électricien a écrasé avec sa voiture le chien, tout ça, ça plaît pas parce que en fait, ça se retourne. On appelle ça le mythe de Cassandre dans la mythologie grecque. C'est celui qui porte le message, le mauvais message, à qui on va couper la tête
parce que c'est le porteur du mauvais message qui est responsable de la mauvaise nouvelle. En fait, c'est un peu comme si tu frappais ton facteur parce qu'il t'amène des mauvaises nouvelles par le courrier. Et là, c'est la même logique. Donc, en maçonnerie, si tu transportes que des bonnes nouvelles, tu sers, je vais le dire crûment, hein, si tu sers la soupe aux uns et aux autres, tu te mets bien avec tout le monde et tu fais que le journal des bonnes nouvelles, eh ben, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est joyeux et il sourit, mais on est dans une hypocrisie totale. Parce que la maçonnerie, c'est une des voies initiatiques où il y a le plus de désaccords, le plus de querelles et je dirais même le plus de sournoiserie, parce que c'est absolument terrible pour une raison simple, c'est que une simple loge, ils sont prêts à s'entretuer la plupart du temps pour savoir qui va avoir le maillet. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est quand il y en a un qui s'est barré avec le tronc de la veuve avec 300 € dedans. C'est des scandales, mais on est dans des trucs de cours de récréation. Et tu te dis, ce sont des gens, des humains, et hommes ou femmes, hein, c'est pas, qui ont 50, 60, 70 ans et même plus. Et tu te dis, ils sont là en train de se chamailler pour des trucs de cours de récréation. Donc là, ça fait de la peine, quoi, franchement. Ouais. Donc, si tu fais un article sur les grenades et leur fonction symbolique, c'est merveilleux, je le vois bien. Là, c'est parfait, tu déranges personne, tout le monde est content. Ça, c'est très bien. Là, tu fais l'unanimité. Mais par contre, si tu commences à dire que dans une loge, un tel est parti avec le tronc de la veuve, et là, on a un article qui passe cette semaine sur la maçonnerie anglaise. Donc là, on peut en parler sans problème. Ça va passer jeudi, je crois. C'est programmé pour jeudi. Il y a un frère qui est parti avec, il a volé 60 000 €. Voilà. Ah, mais c'est payant d'être franc-maçon, finalement. C'est bien. Bah, ça dépend où, parce que quand tu es dans une loge où il y a 15 personnes, 60 000 €, tu les as pas tout de suite. Donc là, il faut être dans une œuvre caritative maçonnique. Ouais. Donc, en fait, là, on est dans ce qu'il y a de plus sombre chez l'humain. Parce qu'à partir du moment où il y a à l'intérieur une illusion de pouvoir, de reconnaissance, c'est surtout la reconnaissance. Et donc, à partir de là, il y en a chez certains humains, ça crée un sentiment subitement d'un autre monde où les pieds ne touchent plus par terre, on est en lévitation, on s'imagine investi de pouvoirs exceptionnels, et il y a des vénérables qui veulent plus descendre de charge, et puis je dis des vénérables, mais j'ai vu ça chez les premiers, des seconds surveillants et autres. Chez les grands maîtres, on n'en parle même pas. Là, on assiste, quand on est journaliste, on assiste à des choses, mais pas jolies du tout. Mais on peut pas en parler. Parce que c'est compliqué d'aller faire un article et de dire, voilà, tel grand maître s'est pas bien comporté parce que il a pris telle ou telle décision et qui est une décision politique pour faire plaisir à tel ou tel copain qui avait trahi en dénonçant un truc complètement faux. Et nous, Ça veut dire que même toi, en tant que journaliste, encore aujourd'hui, tu censures quand même certaines informations. Mais tout à fait. On a des informations dont on préfère les taire, on préfère pas en parler parce que ça va créer tellement de discorde. Le problème, en fait, tiens, je vais le dire autrement. Mm-hmm. Quand il y a une obédience, il y a des querelles entre obédiences et les obédiences sont toujours en train de se faire une sorte de fraternelle concurrence. Ouais. Parce que c'est pas de la concurrence commerciale, on n'ira pas dire du mal des uns et des autres ouvertement. C'est pas les magasins Intel qui disent on est moins cher de 10%, venez chez nous. C'est une concurrence fraternelle. En revanche, s'il y a une obédience qui est attaquée, il y a toutes les autres qui subissent avec elle, parce que là, c'est la maçonnerie tout entière qui est attaquée. Alors, quand toi, tu es journaliste, et puis que tu apprends qu'il y a une obédience qui détourne de l'argent ou qui commet des choses qui ne sont pas morales, par exemple, et que tu te dois de le dénoncer, parce que en tant que journaliste, tu ne peux pas te taire sur ce sujet, eh bien,
les autres obédiences se disent chouette, c'est pas chez nous qu'il y a des problèmes, c'est chez les autres. Ben oui, mais c'est un petit peu comme la guerre en Ukraine. On se dit, écoute, on n'est pas d'accord avec la guerre, hein, il y a personne à qui ça fait plaisir, mais bon, c'est pas chez nous, c'est chez les autres, hein, c'est à 2 heures et 3 heures de vol, tout va bien. Par contre, ils ne sont pas forcément d'accord, donc il y a une part, c'est de la schizophrénie, il y a une part de satisfaction en se disant, heureusement que c'est pas chez nous que c'est arrivé, mais d'un autre côté, ils sont contre le journaliste quand même, parce qu'ils se disent, aujourd'hui, c'est lui qui est attaqué, mais demain, c'est chez nous qu'il va venir fouiller et il va mettre son nez dans nos comptes. Et on n'a pas envie qu'il aille faire. Donc, dans tous les cas de figure, le journaliste, il est craint, mais il est jamais aimé. Et il est craint parce qu'on n'a pas envie d'avoir un papier le lendemain matin, un papier contre lui, contre nous. Quoi. Il y a personne qui aime ça. Ouais. Voilà. Donc, et toutes les obédiences savent que il y a des décisions qui sont prises, qui sont des décisions politiques et qui ne doivent pas être sur la place publique. Donc, le journaliste n'est pas aimé en maçonnerie. Il y a un maçon, pardon, c'est un lapsus, c'était un non-maçon, lui, il était profane, il travaillait pour l'Express. Il s'appelait il s'appelle toujours François Coche, mais il a quitté le milieu. Et donc, il est pas mort. Et il n'était pas maçon. Et lui travaillait pour le journal L'Express, qui est un des grands journaux nationaux français. Si tu savais le nombre de critiques que j'ai entendues en disant comment il peut s'autoriser à faire des articles sur la maçonnerie, il n'est pas maçon. Ben oui. Là, moi, j'entends régulièrement me dire oui, est-ce que vous trouvez très maçonnique l'article que vous avez fait? Et un article de presse n'a pas de raison d'être maçonnique. C'est, je veux dire, si on était un journal catholique, on s'obligerait pas à faire notre prière le matin. On est un journal qui traite de la maçonnerie. Si c'était de la pêche, on ne mangerait pas forcément du poisson tous les midis. C'est que on est libre, on est journaliste avant tout, et on n'a pas d'obligation du non-dévoilement, on est des journalistes, point. Quand on quitte le journal et qu'on va en loge, on devient des maçons. Et il y a des non-maçons qui participent à notre journal, ce sont des profanes, et ils écrivent et ils sont lus par des maçons, et j'en connais même qui ont une moralité au-dessus de beaucoup de maçons que je connais. Tu parles présentement dans 450, tu as des collaborateurs qui sont des non-maçons? Oui, bien sûr, il y a des articles qui sont faits par des non-maçons. Parce que on laisse parler, par exemple, on a un rabbin, il est rabbin, mais il n'est pas maçon. On a Georges Charles, qui est un des grands spécialistes du taoïsme et des arts martiaux extrême-orientaux. Il n'est pas maçon. Voilà. Et puis, ça veut dire que le journal est alimenté par... et puis, on laisse parler d'autres voix. Par exemple, il y a les Rosicruciens en France, la Morque. Le grand maître, de temps à autre, nous transmet un article à passer. Et il me dit, j'apprécie votre ouverture d'esprit parce que il me dit, moi, j'ai pas la même ouverture dans ma voix à moi parce que on ne passe pas d'articles maçonniques chez les Rosicruciens. Mais nous, on a décidé à 450, ça s'appelle la franc-maçonnerie sous tous ses angles. 450, c'est simple, c'est 360 du compas et 90 de l'équerre. Donc ça veut dire c'est large et profond. Donc nous, on décide de tout couvrir. Alors ça veut dire qu'on est capable d'aller dire quand une obédience a un conseiller de l'ordre qui a commis l'irréparable et des choses inavouables, on est capable de dénoncer ça quand c'est insupportable, parce que là c'est une information, mais le lendemain matin on va parler des grenades, les grenades qui se mangent, celles qui sont sur les colonnes du temple, et on est capable d'aller faire du symbolisme ou de parler d'un lieu symbolique en France ou ailleurs. Donc, on est aux confins du journalisme et du magazine. Voilà. Mais quand on est dans la partie journal, il y a beaucoup de maçons qui disent « Ah non, ça, on n'aime pas. Ça, faut pas en parler. » Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une omerta, et puis l'omerta n'est pas causée par une seule raison. C'est pas simplement la loi du silence pour la loi du silence. C'est la loi du silence pour la protection des petits intérêts de certains, d'autres qui disent nous, on veut surtout pas faire parler de nous parce que l'ombre toujours du nazisme à l'époque où les maçons avaient très peur d'être dévoilés. Et puis on est dans une période où actuellement on ne sait pas ce que politiquement la France va devenir. Donc il y a des gens là pour qui la peur, cette peur revient. Donc je t'assure que le journalisme maçonnique, ce n'est pas forcément facile.
Et si tu veux te faire des amis, ouvre un compte Facebook, mais n'ouvre pas un journal. Pas un journal maçonnique. Mais tu vois, même tu sais, en fait, tu sais, en québécois, on dit, tu sais, parlez en mal de moi, parlez en bien de moi, mais parlez de moi, tu sais. Et je sais que, bon, ben, en ayant une plateforme comme la tienne, comme il y en a d'autres, tu sais, je pense qu'il y avait quoi, gladu.info et tout ça, tu sais, il y a d'autres, je pense la Maçonne, ou tu sais, il y a plusieurs autres plateformes qui existent, qui sont similaires, pas identiques. Je pense que toi, tu es pas mal unique là, dans ce que tu fais. Mais c'est sûr, ça va attirer chacun des deux côtés. Mais ce que les gens réalisent pas aussi, c'est que souvent, exemple, ben, moi, j'en ai vécu aussi tu sais, des situations un peu de haine envers moi, reliées via la plateforme de 450, là, il y a 2 ans de ça, tout ce qui s'était passé au Clipsas, il y a des gens qui disaient « Ah, ben, tout ce qui se passait, c'était à cause de toi ou quoi que ce soit. » On le sait, tu publies sur la plateforme, puis après ça, ben, j'ai eu un meeting avec certaines de ces personnes-là, puis j'ai dit savez-vous combien de personnes du Clipsas publient sur 450.fm? Et là, les gens font non. Je dis, ben, c'est ça, tu sais. Je veux dire, faut arrêter, tu sais, d'associer les articles envers une personne. Puis encore une fois, la raison pourquoi je dis ça, c'est que souvent, les gens vont vouloir t'attaquer toi, tu sais. Puis ça peut être d'autres personnes qui vont, tu sais, d'autres journalistes et d'autres collaborateurs qui vont publier, mais c'est toujours ta figure qui veulent attaquer, qui veulent essayer de détruire. Puis ça, je trouve ça un peu... je trouve ça un peu triste de voir ça, mais comme tu dis, être journaliste, ben, ça vient avec ses avantages, mais aussi ses défauts. Puis malheureusement, ça sera comme ça. Il va toujours y avoir des gens qui vont vouloir cacher de l'information ou avoir peur d'être exposés. Est-ce que tu as l'impression que c'est plutôt... est-ce que c'est plutôt les gros joueurs qui ont peur d'être exposés ou tu as très peu d'exposition, en fait, des petites obédiences ou des micro-obédiences? C'est plus les gros joueurs, j'imagine, là, qui veulent garder leur image, puis garder le plus pur possible leur image envers le public? Ben, si tu veux, la maçonnerie en France, parce que dans chaque pays, c'est assez différent. La maçonnerie en France, elle est rapidement décomposée. Tu as 8 obédiences qui représentent 92% des maçons. Et les maçons français représentent 0,24% de la population française. Okay. Donc, ça veut dire que quand tu regardes 0,24%, ça veut dire que la maçonnerie en France, ça représente rien. On représente aucun pouvoir vis-à-vis du monde profane. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, 8% des obédiences maçonniques, et il y en a à peu près, on va en compter à peu près plus ou moins 200 obédiences représentent 8% de la franc-maçonnerie. En France. Et 8 obédiences représentent 92%, dont la plus importante, le Grand Orient de France, représente à elle toute seule 52 000, donc ça veut dire qu'elle représente un petit peu moins du tiers. Wow. Ça veut dire qu'à une seule obédience, tu as le tiers, ensuite tu as la Grande Loge de France, la GLNF, et puis après, tu arrives avec la Grande Loge féminine, 13 000 membres, le DH, bien entendu, donc l'Alliance, 15 000. Donc, ça veut dire que tu as les grosses obédiences, et les grosses obédiences n'ont pas l'habitude d'avoir un élément extérieur, indépendant et non contrôlé qui gère la narration de la maçonnerie. Donc ça veut dire que, et on va pas se mentir, faut se dire les choses comme elles sont, le Grand Orient, depuis toujours, avait le contrôle de l'information et diffuse ce qu'il veut diffuser. Et d'un seul coup, tu as un élément indépendant qui arrive et qui dit « Nous, on va donner les informations qu'on veut sur la maçonnerie et on ne dépend ni du Grand Orient, ni de la GNF, ni de la Grande Loge de France, ni qui que ce soit. On passe ce qu'on décide de passer. » Ça ne plaît forcément pas.
En revanche, de l'autre côté, côté des maçons eux-mêmes, et là on n'est plus côté des structures, côté des maçons eux-mêmes, sur les 3 derniers mois, on a 210 000 lecteurs. C'est-à-dire 210 000 personnes différentes qui sont venues une fois sur 450, dont la moitié arrive par des recherches Google. C'est-à-dire que tu tapes n'importe quoi sur la maçonnerie, dans la première page, tu vas retrouver une page Google, on a 8700 articles. Ouais. Donc, tous les matins, on envoie maintenant 38 000 emails chaque matin dans les boîtes aux lettres. Je te laisse imaginer, ça veut dire que on a une force de frappe médiatique qui, nécessairement, ça ne plaît pas quand il y a quelqu'un de l'autre côté qui tient à avoir le pouvoir. C'est des rapports de pouvoir. Oui. Et c'est des rapports de pouvoir pour une raison très, très simple. C'est qu'il y a le pouvoir pour le pouvoir, mais il n'y a plus que ça aujourd'hui. Ça va plus loin. Parce que depuis quelques années, les obédiences, en France, je peux pas te dire si c'est la même chose en Allemagne ou en Espagne ou en Angleterre, mais ça doit être certainement une configuration un peu différente. Mais en France, les obédiences ont investi massivement dans l'immobilier, c'est-à-dire dans des temples. Et quand tu investis dans des temples où on t'impose de plus en plus des normes de sécurité, incendie, accès pour les handicapés, etc., tu es obligé d'investir dans ton immobilier. Pour amortir, il faut que tu loues tes temples. Et pour louer tes temples, bah, c'est bien de contrôler les patentes, c'est bien de contrôler les loges qui sont là, et c'est bien de contrôler l'information qui va avec. Parce que si d'un seul coup, tu perds des membres, tu risques d'avoir des soucis pour équilibrer tes comptes financiers qui deviennent des comptes de gestion immobilière et non plus de gestion associative. Donc, ça revient du business, finalement. C'est tout relié avec du business. C'est relié du business. Alors, on peut dire, c'est du business. Mais de l'autre côté, c'est du business aussi. Non, parce que justement, et nous, on n'est pas tombé dans cet écueil, c'est qu'on s'est dit, dès le départ, moi, j'ai mis de l'argent personnel familial que je l'ai. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je le rappelle là. J'ai mon père qui est décédé il y a quelques années, et quand la maison a été vendue, c'est de l'argent qui venait de mon arrière-grand-père. Et puis je me suis dit, où je pars en voyage avec la famille, et puis je me suis dit non, tiens, comme c'était de l'argent familial, on va investir dans quelque chose de durable. Et donc j'ai investi dans le développement du site et le lancement de l'équipe. On était 40 dès le démarrage. Je leur ai tous dit dès le départ, je leur ai dit voilà d'où vient l'argent, et c'est de l'argent de ma famille que j'investis pour faire le journal. Ensuite, ça c'est bon, j'ai mis l'argent dedans, mais après il faut faire tourner le journal tous les mois. Et donc quand tu es en entreprise, il faut que tu vendes de la pub, il faut que tu vendes des abonnements, il faut que tu fasses vivre ton journal, parce qu'il faut payer tout le personnel. Là, j'ai dit non, on va se mettre en association sans bénéfice, quoi, sans profit. Et comme on dit en Belgique, en OSBL, nous, c'est en association loi 1901. Et tous ceux qui veulent participer au journal sont bénévoles. Donc, le journal n'a aucun salarié. Et à partir de là, il est gratuit pour tout le monde, il n'a pas de pub, et il n'y a aucun annonceur qui peut se permettre de nous influencer dans nos informations. Et donc, le journal vit tout simplement, parce qu'il y a des choses à payer quand même. L'envoi des newsletters, ça coûte. Le serveur, ça coûte. Le développement, ça coûte. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est un petit peu d'argent. C'est pas très cher, hein, quand tu connais un peu Enfin, toi, tu t'y connais bien, on en parle souvent. Quand tu t'y connais, tu fais plein de choses par toi-même et t'es pas obligé. Mais là, nous, on a plein de bénévoles qui viennent nous aider. Ça permet de faire avancer la machine. Et puis, pour le reste, tout ce qui doit se payer avec de l'argent, c'est la vente des livres des éditions LOL, qui est une association, loi 1901, je le répète, qui permet de financer tout ça. Et là, à ce moment-là, on a d'un côté des obédiences qui sont astreintes à des problématiques financières, parce qu'elles ont réellement des budgets à boucler, et c'est compliqué pour elles aujourd'hui. Et pour toutes, hein, c'est compliqué autant pour les petites que les grosses. Et surtout pour les grosses, parce que l'immobilier, aujourd'hui, c'est compliqué. Et nous, de l'autre côté, on n'a aucun problème d'argent. Il n'y a pas de budget à boucler, on n'est pas obligé de courir après des annonceurs, on n'est pas obligé de servir la soupe aux uns ou aux autres, on n'est pas obligé de faire des sourires et des courbettes. Nous, c'est le journal, il tourne comme ça depuis bientôt 5 ans, 5 articles par jour, 5 heures, 10 heures, 12 heures, 14 et 16 heures. Jamais on a manqué un seul article, et tous les matins, on envoie une newsletter. Et là, c'est l'information. Donc, évidemment, tu as des maçons et des non-maçons qui viennent nous lire, d'où les 210 000, dans un univers où tu as 150, 160 000 maçons actifs.
210 000, ça veut dire qu'on a beaucoup de profanes qui viennent nous lire. Mais là, ça veut dire que la maçonnerie, elle s'ouvre tout simplement. Et on est là, il paraît, c'est ce qu'on m'a expliqué quand je suis rentré en maçonnerie il y a un quart de siècle, qu'on venait pour chercher la lumière. Ben nous, c'est ce qu'on fait. On amène de la lumière. On n'a aucune quête de pouvoir, on ne sert aucun parti politique, aucun parti économique, aucune idéologie, aucune obédience en particulier, aucun rite particulier. Nous, c'est la franc-maçonnerie sous tous ses angles. Donc, on parle de la franc-maçonnerie, des autres voies initiatiques, et en fait, on fait ce que devrait faire toute obédience, c'est-à-dire servir l'information et servir de relais avec tous ses membres. Et comme une obédience ne peut pas le faire parce qu'elles sont en concurrence entre elles, nous, on a trouvé, en fait, on est le relais entre tous les membres de toutes les obédiences. Et donc, on nous lit de partout, on nous lit de la GLNF, du GO, de la GLFF, du DH, tout le monde, ou de l'Alliance, tout. Voilà. Il n'y a pas de discrimination. Et il n'y a aucune obédience avec laquelle on est fâché, on est en guerre, on n'a aucun. Nous, en fait, on n'est pas contre quelque chose, on travaille pour quelque chose. Et comme on le fait bénévolement, tu te doutes bien que depuis 5 ans, on y passe des milliers d'heures. T'imagines bien que, si tu fais ça bénévolement, tu fais ça avec du plaisir. Et là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Si on a un tel succès, le lecteur, il ne se trompe pas, lui. Alors, on a quelques si vous avez un succès, c'est aussi grâce aux publications des émissions sous le bandeau, tu sais, qui doit aider aussi, qui a des milliers et milliers, ça c'est sûr. Des millions, c'est ça. Des millions et des millions. Mais je vois, moi, ça fait penser à un symbole maçonnique. Tu sais, si on peut revenir un peu que la maçonnerie. Tu sais, tantôt, tu disais que, bon, c'est chacune de ces obédiences-là, mais ça revient. Le journalisme, si on peut revenir sur le sujet, ça revient à être un peu cette chaîne d'union-là, tu sais, d'obédience en obédience, qu'on puisse créer des articles interobédientiels, accessibles à tout le monde sur une seule plateforme, tu sais. Donc, c'est cette chaîne-là, en fait, pour tout le monde. Et puis, en fait c'est comme ça un peu, je le vois, mais je voulais voir, tu sais, tantôt, on parlait de certaines obédiences, tu sais, qui ne veulent pas montrer certains aspects peut-être cachés ou des côtés un petit peu plus sombres. Je peux comprendre ça, mais à un moment donné, quand les lecteurs, parce que tantôt tu disais, 210 000, je me souviens bien, 210 000 par mois. Non, 210 000 sur les 3 derniers mois. Sur les 3 derniers mois. Bon, parfait. 210 000 personnes différentes sont venues sur les 3 derniers mois. OK. Et une majorité qui viennent de Google. Ça veut dire que c'est monsieur, madame, tout le monde qui vient visiter ça. Ça veut dire que ce portail-là, et ça me fait, c'est peut-être un côté philosophique qui me vient en tête, là, mais est-ce que la maçonnerie, selon toi, a peur de montrer son côté plus obscur, tu sais? Le carré noir, le carré blanc, on en parle en maçonnerie, ça fait partie de du symbolique, tu sais? On veut montrer toujours le beau côté, hein? Nous sommes comme ça, nous avons tant de membres, nous avons tous les rites. Puis même moi, tu sais, quand je fais mes conférences maçonniques sur la franc-maçonnerie, je ne montre que le beau, tu sais. On fait plein de choses. Par exemple, avec Eclipsas, on va aider à l'international, on va construire des maisons pour les gens dans le besoin. Puis je parle du beau, bon et vrai. Mais le journal montre aussi l'autre côté. Puis pour moi, c'est pas négatif en tant que soi parce que ça donne enfin une image qu'on n'est pas parfait comme franc-maçon. Ça veut dire qu'on a toujours quelque chose à travailler. Et justement, les gens qui vont lire sur les plateformes comme ça, journalistiques, vont faire en sorte qu'ils vont dire « OK, je sais peut-être dans quoi que je m'embarque. » Tu sais, comparativement que j'entends un message, mais c'est peut-être pas pleinement le message. T'en penses quoi de cette pensée-là? Le premier livre que j'ai écrit s'appelle Manuel de survie pour apprentis maçons voulant démissionner. Ouais. Et je dis quoi dans ce livre? Je dis, si vous êtes entré en maçonnerie parce que vous cherchiez la perfection, de toute façon, vous vous êtes trompé en arrivant, faut arrêter tout de suite et puis faut partir ailleurs, faut chercher, je sais pas, faut aller d'ailleurs, je ne sais pas si la perfection existe dans le monde, mais c'est pas en maçonnerie qu'il faut venir chercher, ça n'existe pas.
Par contre, Ouais. la question, c'est pas de savoir si on va trouver ou pas de la perfection. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'imperfection et qu'est-ce qu'elle nous fait à nous? Et comment on travaille, nous, sur cette imperfection qu'on voit à l'extérieur? Parce que là, le travail commence. Eh bien, celui qui pense que la maçonnerie, ce sont des êtres puissants, c'est très bien qu'ils viennent lire des journaux comme le nôtre, parce que s'ils arrêtent de rentrer dans des loges, parce que d'un seul coup, ils ont découvert qu'il n'y a pas de gens puissants, c'est merveilleux. S'ils arrêtent de rentrer parce qu'ils arrêtent de croire qu'il y a des gens tous parfaits, merveilleux, eh bien c'est la même chose qui n'entrent pas parce qu'ils seront déçus au bout d'un moment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un, et puis il peut s'appeler, ça peut être n'importe quelle star, n'importe quelle vedette, n'importe quel sportif, showbiz, politique, il a des bons côtés, il a des sautes d'humeur, il a des matins où il a une haleine de chacal au réveil, ou alors il a les yeux collés. Eh bien, écoute, ça s'appelle un être humain, ça. J'y peux rien. Ah ouais. Mais il n'y a pas de maçon qui se lève le matin, déjà tout maquillé, tout beau, tout souriant. Eh ben voilà, ça s'appelle un être humain et il faut accepter qu'en loge, on est un être humain, on va rencontrer des êtres humains et c'est l'humanité qui se rencontre et qui travaille ensemble. Eh ben si le journal il transmet ce message et il dit voilà, la maçonnerie, ce sont des êtres humains qui se comportent comme des êtres humains et justement l'orgueil dont il est question ou les convoitises, eh bien, en fait, on rentre en loge pour maîtriser ses passions et puis creuser un tombeau pour les vices. C'est joli, c'est une jolie phrase, ça tient. Ouais, Creuser un tombeau. On dit pas ça comme ça, ouais, Non, ça existe pas. On dit, on élève des temples à la vertu puis des cachots pour les vices. Nous, c'est comme ça qu'on le dit. Voilà. Mais ça, c'est bien. Voilà. En fait, l'idée, c'est que tu vas mettre dans la terre et tu fais germer ce qui n'est pas bien pour que ça redevienne, que la lumière puisse passer au travers et que tu retrouves de l'alignement. Donc, c'est l'humain qui s'améliore, tout simplement. Eh bien, c'est très bien de se dire que la loge, c'est pas un lieu de perfection, c'est un lieu de perfectionnement. C'est pas du tout la même chose. Un lieu de perfectionnement, c'est comme les gens, j'ai connu ça, moi, t'étais trop jeune, toi, mais j'ai connu, moi, une époque où il y avait Bruce Lee qui venait de mourir, et puis tout le monde rentrait dans des clubs de karaté en France, et on venait tous pour apprendre les coups qui tuent. Et donc, on avait une licence, et donc c'est un peu James Bond, quoi. C'est License to kill. La licence to kill, yes, c'est ça. Et là, tu te dis, mais après, les mecs, ils ont appris à faire 2 mawashi. Ils sont allés dans la rue, ils ont pris 2 coups de poing parce que là-bas, dans la rue, ils arrêtent pas les coups, eux, ils tapent pour de bon. Et là, ils se sont dit, les coups qui tuent, c'est des mensonges. Mais c'est la même logique. C'est-à-dire qu'il devait y avoir des êtres invincibles dans les clubs d'arts martiaux, alors qu'en fait, c'était des gens qui venaient travailler. Et plus ils travaillaient sur eux, plus ils s'amélioraient, moins ils avaient besoin de se battre à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se battre quand on est soi-même dans la certitude, l'inquiétude et la peur. Mais plus tu es dans la force, plus ça se sent et personne ne t'attaque. Et à un moment donné, quand tu deviens très fort, tu ne te bats plus jamais. Donc, tu n'as plus besoin de te battre. Eh bien, en maçonnerie, c'est la même logique. Il n'y a pas des êtres invincibles, il y a simplement des gens qui travaillent. Or là, j'ai le sentiment que depuis quelque temps, de par l'époque dans laquelle on vit, inquiétude politique, inquiétude économique, enfin, il y a tout ce qui se passe autour. Et on se dit, la maçonnerie va être un lieu où on va se protéger. Mais on se protège pas à l'intérieur des loges en ce moment. Ça bouge très fort et c'est très compliqué de travailler sereinement. Eh bien, justement, c'est dans ces moments-là qu'on travaille le mieux. Et l'information qu'on diffuse, nous, eh bien, justement, c'est de donner leur juste pour dire, nous sommes des êtres humains, on a des êtres merveilleux qui font des choses fantastiques, et puis on a aussi nos crapules, nos gens qui se comportent mal, d'autres qui sont des orgueilleux, d'autres, on a même des assassins, il y a eu une loge d'assassins il y a quelques années, il y a 2 ans. Ah ouais? Ah oui, loge, elle s'appelle Athanor en plus. Ils passeront au tribunal. Ils passeront au tribunal le 23 mars prochain. Ils sont 22. Enfin, il n'y a pas 22 maçons dedans, mais au moins une bonne dizaine. Et toute la loge a été évidemment fermée tout de suite par l'obédience. Et mais le vénérable, enfin, et il faisait partie des agents secrets, des services secrets français. Et donc, ils ont tué un pilote de course. Ils s'apprêtaient à tuer une coach. Ils avaient mis la cagoule, les gants et l'arme était chargée. Ils s'apprêtaient à l'assassiner un matin. C'était des tueurs à gages, quoi.
Bah, tu te dis, Ça, c'est un article qui est disponible sur 450, là, je crois, c'est ça? oui, bah, tu tapes dans Google, tu loges Athanor, criminel ou assassin. Toute la presse Wow. française n'a parlé que de ça et on va en parler encore. Mais ce ne sont pas des maçons qui sont des criminels, ce sont des criminels à qui on pris un tablier. Donc, on en parle très très peu, nous, parce qu'on va pas faire nos choux gras de ces trucs-là. Ça n'a rien à voir avec la maçonnerie. C'est des criminels avec un tablier. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais tu sais, c'est quand même. Là, on se déplace un peu du sujet, mais c'est juste que là t'as piqué ma curiosité parce que j'étais pas au courant de ça. Mais ça revient à penser aux enquêtes de sécurité quand on fait rentrer des nouveaux maçons en loge. Comment qu'on a pu laisser faire ça, de créer une loge avec des individus comme ça? Je sais qu'il y a des pays, bon, la maçonnerie, c'est un peu inventé ou plus élitiste, là, tu sais, mais je suis surpris quand même qu'en France, ce genre de choses-là a pu avoir lieu finalement. Bah, c'est d'abord ils travaillaient pour les services secrets, donc de toute manière, ils avaient un casier forcément vierge et ils étaient irréprochables puisqu'ils étaient pour les. Mais il est évident que ils sont devenus criminels quand tout le monde l'a su. Mais avant, ils étaient une loge classique, voilà. Mais c'était des criminels déguisés en maçons. Bon, bah écoute, il y en a plein qui sont des voleurs déguisés en maçons, d'autres des orgueilleux déguisés en maçons. Et puis d'autres des sales bonhommes très très rancuniers, qui viennent régler leurs problématiques personnelles. Quand tu as passé 50 ans de ta vie à construire un idéal de vie, et puis qu'à un moment donné, tu peux rentrer en loge, et que en loge on t'appelle illustrissime ceci, vénérable cela, et que dès que tu franchis la porte, eh bien, tu te retrouves avec ton banquier qui te téléphone parce que tu as un découvert bancaire, tu n'as pas payé les pensions pour tes enfants, tu as deux ex-femmes 8 ans après, tu as ton entreprise qui est en quasi-faillite. Tu te dis, moi, je retourne vite à l'intérieur et je me protège. Et je me protège parce qu'à l'intérieur, je suis quelqu'un d'important. Et là, je vais me protéger. Eh ben, c'est exactement comme des amis qui joueraient au Monopoly et qui seraient riches quand ils sont à l'intérieur parce que ils ont des hôtels avenue de la Paix, ils ont 2 gares, ils ont tout ça, et ils veulent plus sortir de la maison parce que quand ils sortent dehors, il y a le banquier qui leur téléphone, alors qu'à l'intérieur, ils sont riches du Monopoly. Eh ben, être important en maçonnerie, c'est exactement comme avoir plein d'amis Facebook. C'est-à-dire, tu as des amis Facebook, mais le jour où tu meurs, tu les vois pas à l'enterrement. Enfin, de toute façon, tu vois personne, mais ils se déplacent pas. C'est des amis Facebook, c'est virtuel. Eh bien, la maçonnerie, ça a un aspect virtuel. On est là pour... d'ailleurs, on vient travailler sur des mythes et des légendes. Mais le mythe et la légende, on n'est pas là pour le reproduire. On est là pour faire vibrer à l'intérieur ce que ce mythe vient réveiller chez nous pour révéler des choses. Donc, si on commence à prendre ça au sérieux et qu'on se dit, il m'a mis un coup de maillet sur la tête, il faut que je me venge, on n'a rien compris. On est en train de jouer. On joue, c'est donjons et châteaux. On est en train de jouer ensemble. Et ce jeu a des répercussions dans la révélation de qui nous sommes. Mais il faut pas prendre ça au sérieux. Celui qui commence à prendre ça au sérieux, faut qu'il arrête tout de suite parce qu'il va se faire beaucoup de mal. Et surtout, faut pas qu'il se réfugie dans la maçonnerie. Bon, donc c'est un jeu de gens qui se réunissent normalement pour venir travailler sur eux, sauf qu'il y en a qui prennent ça d'un seul coup au sérieux et ils disent, bah voilà, je suis le banquier au Monopoly, donc s'il te plaît, tu vas me respecter, c'est moi le banquier. C'est moi qui joue avec l'argent. Puis on dit, mais on est au Monopoly là, mon gars. C'est pas dans la vraie vie. C'est fictif. C'est fictif. Tu vas pas aller à la caisse des jardins avec tes dollars Monopoly, ouais. de Monopoly, il va pas les prendre. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On arrive bientôt en fait à l'heure. C'est un sujet pour moi, en tout cas, écoute, c'est fantastique comme sujet, puis je pense que ça va donner peut-être une autre perspective à ceux et celles qui peut-être s'intéresseraient à devenir journalistes maçonniques ou qui voudraient en apprendre un peu plus sur tout ça. 450 FM, est-ce que ça recherche toujours des collaborateurs? S'il y a des gens qui seraient intéressés d'embarquer dans l'aventure, c'est quoi tu leur conseillerais en fait?
Quand tu dis s'embarquer dans l'aventure, c'est soit s'ouvrir un blog, soit peut-être contribuer à 450.fm. C'est quoi les opportunités? C'est quoi, qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui voudrait soit te contacter pour commencer ou le faire de son propre gré? Ce serait quoi les conseils que tu pourrais apporter? Ben, le problème, c'est que si tu écris, c'est pour partager. C'est un peu comme quelqu'un qui fait un livre, mais si tu fais un livre pour que tes enfants le lisent quand tu seras mort, à ce moment-là, tu le laisses chez ton notaire, t'écris ton livre, tu le laisses chez ton notaire, et puis c'est lui qui l'offrira à tes enfants. Mais si tu fais un livre pour qu'il soit lu par des lecteurs, il va falloir le mettre sur Amazon, il va falloir le mettre chez les libraires, il va falloir faire une diffusion de ton livre. Donc, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est de faire ton livre, c'est-à-dire réussir à avoir les 150 pages écrites le mieux possible. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect distribution, la diffusion de ton livre. Eh bien, un article, si tu fais du journalisme et que tu as des choses à dire, il va falloir penser à une chose. C'est que, si tu crées ton journal, il va falloir, créer le journal. Bon, il existe quelques blogs tout prêts à utiliser. Il va falloir que tu écrives ton premier, deuxième, troisième, 10e article. Il faut que tu penses que tout seul, tu vas devoir alimenter pendant des années. Et si tu fais juste un article toutes les semaines, comment tu fais pour faire venir toutes les semaines assez de gens pour pouvoir lire ton article? Donc, si tu as besoin de lire, d'écrire pour être lu, mieux vaut aller dans un journal où il y a déjà tous les lecteurs. Et tu sais, par exemple, je vois avec nous, on regardait là, un article qu'on a fait cette semaine sur un de nos grands amis qui s'appelle Jiri Pragman. Jiri, un article sur un de ses ouvrages, son dernier ouvrage, un article délicieusement écrit d'ailleurs. En 3 jours et demi, l'article a dépassé les 1000 vues. Ah oui. C'est courant, hein, c'est très courant. Donc, mais oui, c'est normal pour une raison très simple, c'est que le lendemain matin de la rédaction, il part dans 38 000 boîtes aux lettres. Maintenant, 38 000 boîtes aux lettres avec 50% d'ouverture, fais le calcul, dans le plus mauvais des jours, c'est 16 000 lecteurs. Donc, qui vont pas forcément aller sur le site, mais qui vont prendre connaissance de la newsletter. Deuxième chose, et ça c'est important, c'est que nous on diffuse sur les réseaux sociaux. Tu t'imagines le travail, nous on fait ça pour 5 articles par jour. Le gars qui a son propre blog, il va faire quoi? Il va aller écrire son article, maintenir sa technologie et faire tout son marketing pour être lu par 50 personnes. Aucun intérêt. Donc, le mieux, c'est de proposer à des blogs existants. Il en existe, hein, des blogs maçonniques, il y en a quelques-uns. Il y a même des listes, l'annuaire de tous les blogs maçonniques. Et c'est de leur dire, voilà, est-ce que je peux vous soumettre mes articles parce que j'aimerais avoir une rubrique pendant quelques temps. Parce que généralement, c'est assez rare qu'un chroniqueur dure des années. Parce qu'à un moment donné, tu as dit tout ce que tu avais à dire. Un journaliste, lui, c'est pas pareil. Il peut faire pendant 20 ans des investigations, l'information lui est donnée par l'extérieur. Mais quand tu fais des articles sur ce que toi, tu as travaillé, ce que tu connais, à un moment donné, tu as tout dit. À moins d'être dans la recherche, et j'en connais pas beaucoup. Je connais un exemple, c'est Solange Sidarski. Ça fait 4 ans et demi qu'elle écrit. Elle en est à plus d'1 million de lectures. Il y a eu plus d'1 million de vues. C'était ça il y a 2 mois, quand on a regardé ses statistiques. Et elle a écrit, elle est à 270 articles déjà. Elle a fait 270 articles et elle fait pas du journalisme. Elle fait de la recherche et de la réflexion sur des thèmes. Okay. Donc là, mais ils sont assez rares, quoi. On en a 3 ou 4 comme ça qui ont 1000 choses à dire parce qu'ils sont dans la réflexion permanente. C'est un travail important. Donc, mieux vaut contacter le journal et puis dire, voilà, j'ai envie de collaborer avec vous parce que vous avez déjà les lecteurs et puis vous vous débrouillerez de faire une mise en page que je suis pas capable de faire. Avec de l'iconographie, avec... en fait, quand on fait que ça toute la journée, on présente pas le journal de la même manière que quand tu fais ça tous les 3 mois, quoi. Ouais. Mais c'est fantastique. Écoute, encore une fois, un grand merci, mon frère Franck, d'avoir participé à cette émission-là. On va se voir dans à peu près 12 dodos, donc c'est parfait. On va pouvoir se revoir, puis en même temps, je suis pas mal sûr qu'on va aller... J'aimerais ça qu'on aille manger une pizza chez notre frère là, dans le 9e arrondissement. Mario, c'est ça. Mario, dans le 18e. 18e, excuse-moi. Donc,
Ah, c'est ça, ouais. J'ai hâte, on va faire ça. Ton mot de la fin, en fait, mon frère, pour cette émission-là, ce serait quoi? Ben, justement, c'est qu'il n'y a pas de fin. Hmm. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mot de la fin parce que j'espère que le jour où moi je vais rendre mon dernier souffle, le journal continuera avec tous ceux qui travaillent avec moi et qui viendront après continuer. Donc, faut surtout pas qu'il y ait de fin parce que l'information, elle nous arrive en permanence et il n'y a aucune raison que ça se termine. Donc, c'est de continuer à ouvrir la maçonnerie et d'accompagner ces mutations parce elle est en changement, cette maçonnerie. Eh ben, il y a des choses qui vont changer. Les anciens qui sont là depuis des années et qui ont fait la maçonnerie avec leur savoir, leurs études, leurs connaissances, vont disparaître. On va plus les entendre ou vont partir à l'Orient éternel. Mais il y a des nouveaux maçons qui arrivent, qui eux font partie de la nouvelle génération et ils sont pas construits de la même manière. L'épigénétique de leur cerveau est un peu différent et forcément ça va engendrer une maçonnerie différente et une maçonnerie qui va intéresser les jeunes, parce que c'est ça où elle va mourir. Mais on peut pas continuer à faire un club de vieux qui viennent là parce qu'ils aiment pas le bridge ou le golf. Faut que ce soit quelque chose d'ouvert et de vivant. Et justement, il est là le truc, c'est qu'avant, c'était destiné à une élite. Demain, la maçonnerie doit être destinée aux gens actifs et à tout le monde, à tous ceux qui ont envie de travailler et qui ont envie de profiter et d'apporter à la maçonnerie. Et ça veut dire qu'il va falloir lâcher des vieilles illusions, des vieux avantages aussi. Il y avait des avantages avant de faire partie d'une élite. C'est un peu comme d'être au Lions ou au Rotary. On se dit, attention, je suis quelqu'un d'important, je fais partie du Lions Club. La maçonnerie a été comme ça longtemps. Il y a peut-être toujours, cette petite maçonnerie existe toujours, mais il faut qu'elle s'ouvre au plus grand nombre. Il faut que ça profite aujourd'hui, il faut que ces bienfaits profitent à tous. Parce qu'un art qui ne vit pas, c'est un art qui meurt. Voilà. Et la maçonnerie, c'est l'art royal. Et l'art, c'est pas de la technique. On n'est pas là pour répéter toujours le même truc. On est là pour faire des choses nouvelles à chaque fois qui viennent de notre cœur. Voilà. Et ça, c'est pourquoi nous, on travaille à l'ouverture, à la transparence. Et là, on se confronte, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fin. On se confronte tous les jours. Quand je te dis qu'on se confronte à là, on est au tribunal avec... il y a des obédiences qui nous attaquent au tribunal. J'ai un collaborateur qui a été exclu de son obédience. Moi, j'ai subi des pressions aussi par le journal, à cause ou grâce au journal, on va dire grâce, parce que c'est un bienfait. Donc, on a vraiment des pressions qui nous arrivent et c'est des pressions concrètes, c'est pas de l'illusion. Alors, on n'est pas encore attaqué, j'ai pas encore 3 Siciliens ou 3 Corses dans mon hall qui sont là avec le couteau en train de me faire peur. Attention, parce qu'il y avait une loge de tueurs il n'y a pas très longtemps. Là, ça se peut qu'ils soient engagés, ces gens-là, pour faire ça. Ça y est, ceux-là, ils sont en prison. Mais on n'en est pas sur des pressions physiques, mais il y a vraiment... ce qu'on fait, nous, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est évident. Voilà. Ouais. Et moi, ça, je le comprends. Ce que je comprends beaucoup moins, ce sont les maçons collaborateurs. Et quand je dis les maçons collaborateurs, c'est dans le sens de la collabo 3945. Ouais. C'est-à-dire que on amène de la liberté, on amène de la transparence et on a des maçons de l'autre côté qui disent, plutôt que d'en profiter, pourquoi vous parlez de tout ça? Ce serait tellement mieux de se taire. Ben oui, c'est toujours la même chose, quoi. Les enfants qui ont subi l'irréparable, l'insupportable dans leur enfance, quand ils commencent à parler, on dit, mais tais-toi, tu vas semer la zizanie dans la famille. C'est toujours la même chose, quoi. Le silence des chaussons est plus dangereux que le bruit des bottes. Et c'est les collaborateurs, oui, elle n'est pas de moi, celle-là. Les collaborateurs, les collabos, on va pas s'appeler ça des collaborateurs, au travail, ce sont des collaborateurs. Les collabos, ceux qui se taisent, qui ne disent rien, et ceux qui encouragent, moi je dis, ce sont ceux-là, parce que ceux-là, ce sont des lâches. Et j'en vois pas beaucoup, moi, des frères qui sont... des frères qui se lèvent, ou je dis des frères avec un F majuscule, ce sont des sœurs aussi, qui se lèvent et qui disent, voilà, moi, mon art royal, il est sacré, j'ai envie de le défendre, j'ai envie de le porter, mais on se confronte à l'inertie des esprits, voilà, c'est l'inertie des esprits, c'est la peur aussi, beaucoup de gens ont peur. Ouais. Et puis, la maçonnerie, on se bat pour son travail parce que
on mange grâce à ça. La maçonnerie, tu manges pas grâce à la maçonnerie. Donc tu te dis, bon, si je ferme ma loge, on ira dans une autre, c'est pas grave. Et pour moi, c'est grave. Ouais. C'est grave parce que respecter sa loge, respecter ses choix, c'est commencer par se respecter soi. Et si on ne le fait pas, ben à ce moment-là, il n'y a plus de limite. Et pour moi, c'est important, c'est un espace de travail sacré, c'est un espace de travail spirituel. Et le spirituel, c'est de l'intime. Et moi, j'ai pas envie que des influences politiques, des influences qui résultent de l'argent, par exemple, du petit pouvoir, viennent influencer ça et m'empêcher de travailler dans mon espace avec les personnes que j'ai choisies et qui m'ont choisi. Et donc, ça, pour moi, c'est un espace sacré. Mais ce que je dis là, c'est très facile à dire. Quand tu te confrontes tous les jours, je t'assure que faut être, en fait, il faut être bien accroché, solide. Et ça tombe bien, j'ai passé toute ma vie dans les combats et je plie, mais je ne romps point, comme disait La Fontaine. Je suis comme le roseau. Je ne suis pas comme le chêne, même si mes racines sont profondes. Voilà. Donc, le mot de la fin était long, mais c'est un mot sans fin, voilà. C'est ça. Et c'est pas la fin des mots, surtout. Mais c'était parfait parce que pour moi, ça montre une résilience, mais d'être... moi, je disais souvent aussi, c'est pas savoir comment... Si tu parles des arts martiaux, tu sais, nous, au Jiu-Jitsu, c'est savoir comment tomber, mais savoir aussi comment se relever, tu sais, parce que on est toujours en action sans arrêt, tu sais. Fait que pour moi, ça m'a un peu fait penser à ça, ce que tu disais. Donc, un grand merci, mon frère. Moi, mon mot de la fin, en fait, c'est peut-être un aspect, j'en profite avec toi parce que tu connais déjà mon projet depuis un certain temps, ça avance. On a certains frères et sœurs qui m'ont demandé qu'est-ce qui arrivait avec mon logiciel. Donc, quelques mois de ça, en fait, au mois de septembre, j'ai commencé un logiciel qui s'appelle Logia 360. Qui va un peu dans la lignée du 450. Ben moi, c'est 360. Moi, c'est le compas. Moi, je joue au compas, je ne suis pas à l'écart. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis au compas. Mais le GA 360, c'est un logiciel que je suis en train de créer qui va faire la gestion complète de A à Z de la loge. J'ai déjà des demandes j'ai déjà des demandes qu'on fasse aussi un niveau grande loge, donc qui peut gérer ces loges. Mais là, je suis tout seul pour programmer tout ça, donc j'y vais à ma vitesse. Mais je vais montrer rapidement pour les auditeurs qui vont vouloir voir la plateforme, en fait. Bon, il y a encore du data, tu sais, c'est pas encore super précis. Il y a pas, les tableaux de bord ne sont pas encore à jour, mais en gros, on va avoir, le but, c'est de vraiment gérer sa loge. Donc, la gestion des membres, la gestion des profanes, le secrétariat, les finances. Il va y avoir aussi le côté orateur. J'ai un module que je vais faire, Franck, que ça va être un orateur virtuel. Donc, les loges pourront envoyer leur constitution à l'intérieur de cette intelligence artificielle-là qui va uniquement répondre aux questions basées sur les règlements généraux et la constitution de la loge. Donc, si vous avez des orateurs qui ne connaissent pas leur constitution, bien, la plateforme va faire en sorte que ça va être, vous pourrez avoir une réponse à vos questions. Et donc, ma gestion des membres, c'est quand même assez le fun. Donc, on a les membres, les postes, les cotisations. À l'intérieur, vous avez les profils des membres. Si vous avez des notes en question sur votre membre, vos surveillants remarque des choses sur le profil du candidat. Il va pouvoir mettre ses notes dedans. Tout ce qui est document aussi va pouvoir être inclus. Donc, les planches, les avis de convocation, les avis de radiation, de non-paiement, de retard, tout ça va être possible. Après ça, on a ce que j'ai fait à date, là, c'est la gestion des profanes aussi. Donc, tous les profanes qui vont rentrer via votre site web, vous pouvez les voir. Il va y avoir une gestion genre de statut. Donc, on peut, disons, dire, bon, ben, vous avez un nouveau candidat, vous pouvez le mettre en cours. Donc, ça veut dire que le dossier est traité. Et là, après, ben, vous décidez de dire, bon, ben, moi, je veux faire un entretien téléphonique. Vous faites l'entretien téléphonique.
Après, ça va bien, vous voulez passer à une enquête, ben là, vous pourrez assigner des enquêteurs et ainsi de suite. Donc, vous pourrez avoir un historique complet sur chacun de ces profanes-là. Une fois que le profane est initié, ben là, on peut transférer le dossier vers la section membres. Donc, il va s'intégrer là. Donc, ça va être vraiment une plateforme assez complète. Sinon, il y a le secrétariat avec le nombre de membres, les profanes, les convocations, toutes les tâches. On a le calendrier des événements de la loge. Tous les autres documents qui vont être connexes à la loge vont être là. Les finances, donc la vue d'ensemble, les budgets de la loge, les rapports mensuels, l'hospitalerie, comment ça se passe, les cotisations, ceux qui sont en retard, les relances par courriel et tout ça, les fichiers comptables pour certaines juridictions, en fait. Comme nous, au Québec, on a, c'est toutes des associations OBNL ou des associations de loi 1901. Donc, on a des documents légaux à fournir. Donc, tout le système va s'occuper de ça automatiquement. Et un autre module que je suis en train de programmer, c'est toute la liste de contacts et les campagnes. Donc, c'est un mini MailChimp, finalement, où je pense que toi, tu utilises Drevo, je crois que tu utilises comme système pour envoi de courriel. Comment? Brevo ou... Brevo. Oui, c'est ça. Donc, ça va être quelque chose de similaire comme ça, mais tout à l'interne. Et une autre fonction que je suis en train de fabriquer, c'est pour, en fait, les secrétaires qui prennent des notes pour les loges pour faire les PV. Donc, certaines loges, maintenant, enregistrent les tenues. En fait, le secrétaire enregistre la tenue. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre le fichier audio et le retranscrire automatiquement. Et là, à partir de ce moment-là, on prend ce fichier-là, on crée un PV. Ou sinon, ben, si vous prenez des notes directement sur papier, ben, on va pouvoir avoir une intelligence artificielle qui va lire vos images et vous retranscrire ça en texte. Donc, le travail est là. J'essaie de terminer ça le plus rapidement possible. Mais j'y vais à ma propre vitesse. Mais Logia 360, ça va être bientôt disponible. Ça devrait aussi être disponible sur la plateforme de 450.fm avec Franck, parce que Franck participe aussi au projet avec moi. Donc, vous irez voir ça. Sinon, merci à nos membres Patreon, patreon.com/sous-le-bandeau. On a 4 forfaits. Le forfait à 3 $, le forfait à 5 $, le forfait à 7 $ et le fameux forfait à 33 $. Quand vous prenez le forfait à 33 $, c'est bien simple. Vous pouvez dire aux obédiences qui ne veulent pas se faire lire au 450.fm ou pas avoir d'article, vous choisissez l'obédience en question et automatiquement, Franck ne publiera plus d'article sur cette obédience-là. Donc, c'est vraiment le forfait à 33 $, c'est le plus important. Donc, patreon.com/sous-le-bandeau. Sinon, il y a notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau, notre site web sous-le-bandeau.ca. Et sinon, ben, mon nom est Franco, puis je vous dis à un autre épisode en France, parce qu'on va aller en France. Ciao!